L'Afrique subsaharienne est trop souvent le parent pauvre de l'information. Je parle ici de l'information destinée au grand public. Trop souvent, en effet, les sociétés de cette région du monde apparaissent comme le produit d'une histoire faite de bruit et de fureur et ne signifiant rien. Depuis une bonne dizaine d'années, un nouveau fantasme est apparu dans l'opinion publique occidentale, et plus particulièrement européenne. Jadis, jusqu'à la fin des années 1980, c'était l'Est de l'Europe qui menaçait. Aujourd'hui, le mur de Berlin est tombé en 1989 et la menace, je dirais, telle qu'elle est vécue par les Européens, vient maintenant donc d'au-delà de la Méditerranée. Or, les Européens ont une bonne part dans cette menace, entre guillemets, d'invasion, de nouvelles invasions barbares. Entre guillemets, je dis bien. Car les tentatives de migration des Africains venant d'Afrique noire sont essentiellement le produit du système capitaliste, tant sur le plan économique que politique, que militaire, et ne parlons pas des raisons très sérieuses sur le plan environnemental, puisque le réchauffement de la planète concerne au premier chef les régions qui sont les plus chaudes aujourd'hui, et par conséquent, si l'on assiste à une désertification d'une partie de l'Afrique, c'est bien à cause justement des politiques industrielles qui ont été menées à tout va par le monde industriel, au détriment justement des populations, entre autres africaines, mais pas seulement. J'ai l'intention de m'entretenir avec vous ce matin sur un sujet que je ne ferai d'ailleurs que survoler, donc il y aura peu de dates, il y aura peu de mentions de pays particuliers, non pas que je néglige ces, ces repères spatio-temporels, mais tout simplement parce que je voudrais donner une introduction, une simple introduction, aujourd'hui très modeste, très humble, à mes étudiants sur l'évolution des politiques économiques et leurs conséquences sur les sociétés d'Afrique subsaharienne depuis une quarantaine d'années. Mais pour pouvoir introduire mon sujet, il est inévitable, et je suis historien, de remonter plus haut, mais pas trop, bien sûr, cela noirait complètement mon sujet, c'est-à-dire au moment des indépendances, c'est-à-dire à la fin des années 1950 et surtout vers 1960. À partir de 1960, et on peut considérer qu'il s'agit d'une première période à la grosse touche, bien entendu, les africanistes vont sans doute pousser des cris lorsqu'ils m'entendront m'exprimer ici, mais une première période de 20 ans, entre 1960 donc, et en gros 1979. C'est une période donc que l'on appelle l'époque postcoloniale, qui est dominée sur le plan idéologique dans les pays africains, dans la plupart des pays africains,
par l'anticolonialisme, par les théories marxistes et par le panafricanisme, c'est-à-dire ce mouvement politique dans lequel se reconnaissent beaucoup de nations africaines et de gouvernements africains qui visent à mettre en évidence les points communs, la solidarité des pays africains face aux puissances ex-coloniales. Mais si l'on s'en tient au cadre économique et politique cette fois, on voit que les anciennes métropoles, et pas seulement les anciennes métropoles, il y a aussi les Américains bien sûr, les anciennes métropoles vont signer des accords de coopération avec les pays d'Afrique subsaharienne, et pour les pays qui n'accepteront pas de signer ces accords de coopération et de se mouler ainsi dans un rapport de dominant et dominé, il y aura des mesures de rétorsion, je pense en particulier à la Guinée de Sékou Touré en 1958, puisqu'elle a refusé d'entrer dans la communauté française à ce moment-là. Alors mon plan sera un plan à la fois chronologique et thématique. On va voir qu'il va suivre, je dirais, sur le plan chronologique, l'évolution des politiques africaines, donc dans le cadre mondial, par décennie. Donc il y aura une première décennie, celle qui va de 1979 à 1989, en gros, qui est marquée par les plans d'ajustement structurel, les PAS. Ensuite, pour la décennie suivante, donc en gros de 1990 à 1999, ce sera l'époque de la libéralisation politique. La première décennie du XXIe siècle montrera les limites de la démocratie et enfin, depuis le début de notre décennie, celle dans laquelle nous vivons, donc depuis 2010, 2009, 2010, disons, celle-ci va être marquée, pas seulement, mais entre autres par une série de mouvements citoyens. J'essayerai donc ici de voir comment ces différentes périodes s'enchaînent, pourquoi je les ai caractérisées ainsi et surtout donc quelles sont les causes de cette évolution, puisque c'est principalement le travail de l'historien, c'est de comprendre pourquoi et comment les sociétés évoluent. Je commence donc par cette première décennie à laquelle je vais m'attacher. Je ne serai pas d'ailleurs très long sur cette période, donc celle qui s'étend de 79 à 89 au siècle passé, c'est-à-dire la période des plans d'ajustement structurel, les PSA que j'évoquais il y a quelques minutes. L'origine de ces politiques revient aux dominants, c'est-à-dire au G7, ce groupe de pays industrialisés les plus puissants de la planète et qui détermine essentiellement les orientations de la Banque mondiale, puisque, comment dirais-je, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, le FMI, suivent évidemment les décisions de ceux qui contribuent financièrement à leur fonctionnement sur base de leur richesse, donc c'est logique que ce soit les dominants qui interviennent en la matière, et donc la Banque mondiale et le FMI ont avant tout des objectifs de défendre la politique des dits dominants. L'objectif de ces plans d'ajustement structurel qui vont être mis en place, donc à cette époque-là,
est de réduire la dette qui devient de plus importante dans ces pays du tiers-monde. Alors pourquoi cette dette a augmenté? Parce qu'au moment où les emprunts ont été souscrits, le prix des matières premières était bon, il était à la hausse, et puis à un moment donné, lorsque ces prix des matières premières ont chuté, évidemment, les pays emprunteurs n'ont pas pu répondre à, comment dirais-je, au contrat contrat de base qui avait été signé au départ, et par conséquent, ils ont dû s'endetter de plus en plus à tel point que les prêts qu'ils ont demandés ont servi non plus à rembourser le capital, mais à rembourser tout simplement les intérêts perçus sur le capital emprunté initialement. On est également à une époque d'hyperinflation. Alors l'objectif évidemment de ces puissances n'est pas philanthropique, il n'est pas humaniste, il s'agit de récupérer évidemment la dette, et quant à l'hyperinflation, ça n'a rien de positif. Lorsque l'on souhaite passer des contrats, lorsque l'on souhaite établir pour les pays dominants, donc les pays néocolonialistes et impérialistes, une politique de longue durée sur le plan industriel et surtout commercial dans ces pays. Par conséquent, c'est une véritable dictature des marchés, et cela n'a rien de neuf dans le système capitaliste, qui va s'imposer, donc c'est l'impérialisme libéral, le deuxième terme étant bien entendu sur le plan idéologique comme étant l'expression en termes de politique d'un système économique, le capitalisme, ce qui conduit à une exploitation et à des oppressions accrues vis-à-vis des populations. Populations qui ne restent pas évidemment de marbre face à cette exploitation, et des mouvements sociaux apparaissent de ci, de là, ici et là, des mouvements de résistance dès le début des années 1980. Nous passons maintenant à la décennie suivante. Vous avez bien compris que, comme je le disais dans mon introduction, il s'agit ici de donner les grandes lignes. Et j'espère bien d'ailleurs, dans des exposés ultérieurs, expliquer plus précisément la situation de quelques-uns de ces grands pays d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, parce que le terme Afrique noire a quelque chose évidemment d'insupportable, puisqu'il fait référence consciemment et inconsciemment justement au racisme. Mais c'est pendant longtemps on a utilisé le terme d'Afrique noire, qui aujourd'hui, me semble-t-il, devrait être banni. Ça n'a pas tellement de sens de parler de l'Asie jaune ou de l'Europe blanche. Voilà. Ou en tout cas, c'est une manière très raciste, on peut le dire, de stigmatiser aussi et même d'humilier des populations du monde. Donc, période de libéralisation économique à partir de 1990 jusqu'à la fin donc, du XXe siècle. On va essayer d'identifier les causes et les conséquences de cette libéralisation politique. Logiquement, je commence donc par les causes. Tout le monde en tête, en tout cas tous ceux de ma génération ont en tête, je ne parle pas de mes étudiants qui n'étaient pas encore nés à cette époque bien sûr, a en tête les événements qui se sont précipités à partir de 1988, mais surtout à partir de 1989, dans les pays que l'on appelait les pays de l'Est. De nouveau, il s'agissait d'une catégorie géopolitique qui n'a pas beaucoup de sens, puisque sur le plan géographique, il s'agissait des pays d'Europe centrale et d'Europe orientale. Il y a donc, à partir de ce moment-là, donc, la fin de la guerre froide,
Et les pays d'Afrique noire vont, ou d'Afrique subsaharienne, vous voyez que je fais encore ce lapsus qui est lié tout simplement à le fait que pendant des années, c'était le terme qui était utilisé dans les manuels, et moi-même, quand j'étais enfant, dans les années 1960, la Belgique, puisque je suis belge, sortait de la colonisation du Congo. Moi-même, je suis né à la fin des années 1950, et je me souviens, je vivais dans une société qui était raciste, classiste. C'était lié également au milieu dans lequel j'étais, et il m'en reste évidemment des traces, des reliquats qui ressortiront peut-être comme des lapsus révélateurs, non pas de mes positions politiques actuelles, mais de ce qui reste, en fait, de mon éducation, si je puis parler d'éducation, ou plutôt du formatage que j'ai connu lorsque j'étais enfant, dans ma famille, à l'école primaire et même plus tard à l'école secondaire. Donc, en Afrique subsaharienne, il va y avoir toute une série de conséquences. Mais avant d'arriver au développement de ces mouvements populaires, parce que quand même, la chute du mur de Berlin, on résume évidemment comment dirais-je, l'effondrement des systèmes politiques comme un château de cartes par cet événement emblématique, mais il est évident que la fin des régimes communistes d'Europe centrale et orientale est liée à une pression populaire. Hein. On ne peut pas tout expliquer par la position de Gorbatchev qui donne le feu vert, effectivement, en 1989, aux pays satellites d'URSS de lâcher prise, parce que l'URSS ne peut plus, comment dirais-je, mener cette politique impérialiste dans l'Europe centrale et orientale. Alors, il va y avoir dès cette époque-là, donc dès la fin des années 80, mais surtout donc pendant les années 90, des pressions internationales sur les pays d'Afrique et plus particulièrement celles qui se trouvent au sud du Sahara. En effet, l'ONU, par l'intermédiaire de ces organismes financiers que sont d'une part la Banque mondiale et d'autre part le Fonds monétaire international, va poser un certain nombre d'exigences, d'ajustements politiques opportunistes, hein, très clairement, aux pays africains qui connaissent à ce moment-là, pour la plupart, des dictatures, des régimes de partis uniques, pour que ces pays s'ouvrent au multipartisme. Alors entendons-nous bien, derrière les beaux mots de la nécessité de démocratie se cachent, bien sûr, mais c'est tellement transparent, des intérêts économiques de la part donc des pays industrialisés. Alors, en fait, il y a eu un échec donc des plans d'ajustement structurel et ces pays devront se soumettre aux exigences de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour recevoir, pour avoir des aides financières, entre autres, pour rembourser la dette et pour permettre le développement économique de ces pays africains, mais je vous dis, rien n'est neutre, et vous l'avez bien compris dans ces opérations. La France elle-même, par l'intermédiaire du chef de l'État, du président de la République, lors d'un célèbre discours, le discours de La Baule, va pousser à la démocratisation de ce qu'on appelait à l'époque la France-Afrique, et comme vous le savez, si le terme là aussi a disparu, l'essentiel c'est de voir les réalités et que la France reste un pays néocolonial qui défend de manière sélective certains régimes pour défendre
bien sûr ses intérêts économiques très importants dans certaines régions d'Afrique, comme vous le savez, Mali, Niger et autres, parce que ce pays possède un sous-sol très riche en minéraux dont la France a besoin en particulier l'uranium. Donc ce n'est évidemment pas pour, comment dirais-je, restaurer la démocratie que la France envoie des détachements militaires dans ces régions. L'objectif des puissances industrialisées, donc via la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, est donc d'éviter, au début des années 1990, un effondrement en domino des régimes dictatoriaux qui étaient en place, qui pouvaient conduire à un chaos dont on ne supporte pas, évidemment, sur le plan politique, le système capitaliste et les gouvernements qui défendent, évidemment, ces valeurs. Si on peut parler de valeurs, parlons plutôt de valeurs effectivement financières plutôt que de valeurs morales. C'est ainsi qu'en Afrique noire, les taux se desserrant, et surtout par opportunisme, beaucoup de chefs d'État qui jusque-là monopolisaient le pouvoir comprennent, sous la pression internationale, que leur intérêt est allé dans le sens, évidemment, des créanciers pour pouvoir, le cas échéant, être soutenus également politiquement, voire militairement. Donc, des conférences nationales souveraines sont mises en place où l'expression théoriquement libre apparaît, et ceci va permettre justement cette libéralisation politique. En fait, on est toujours dans un cadre, comme je viens de dire, néocolonialiste, impérialiste, et le discours venant de l'extérieur n'est rien d'autre qu'une adaptation idéologique, politique à des nécessités internes quant à la défense de leurs intérêts en Afrique subsaharienne. En fait, on voit que les plans d'ajustement structurel restent d'actualité et qu'il va y avoir, à côté de ces mouvements de libéralisation incontestable, un cycle, des cycles de conflits armés dont l'exemple sinistre le plus célèbre, bien entendu, est constitué par le génocide qui se produit au Rwanda en 1994. Je passe maintenant à la décennie suivante, celle qui, en gros, je dis bien en gros, s'étend de 1999 à 2010. Cette période, et je l'ai annoncé d'emblée dans mon introduction, est caractérisée par la mise en évidence des limites de la démocratie. Sur le plan international, effectivement, en effet, il n'y a pas d'affaiblissement de la domination impérialiste. Il y a simplement une orientation différente quant à l'octroi de crédits qui vont être accordés aux pays africains demandeurs. En effet, le FMI ne va plus permettre des financements sur des objectifs très ciblés, mais au contraire va orienter sa politique vers des financements budgétaires globaux. Et comme à cette époque-là, la conjoncture économique est favorable pour les pays africains, puisqu'il y a une hausse des prix des matières premières, ceci va permettre un allègement de la dette.
La question maintenant est de savoir qui a profité de cet allègement de la dette. Ce n'est pas, bien sûr, les classes dominées. Qui en a profité? Eh bien, en fait, ce sont les bourgeoisies locales. On va voir se développer de plus en plus une petite bourgeoisie urbaine, sans parler évidemment de la bourgeoisie, de la grosse bourgeoisie de ces différents pays, enfin pas de tous ces pays africains, d'un certain nombre de pays africains, qui sont évidemment un peu ciblés en fonction des returns dont peuvent attendre les pays créanciers, prêteurs. Sur le plan intérieur maintenant, il y a, sur le plan politique, un certain nombre de facteurs qui expliquent les nouvelles prises de pouvoir après ces dictatures qui dominaient après les indépendances de 1960. En fait, ces prises de pouvoir ne vont pas permettre véritablement de changement de politique sur le plan intérieur. On sait que le pouvoir, et nous en avons des exemples autour de nous constamment, si on est un petit peu lucide, le pouvoir peut se prendre de manière diverse. Il y a toutefois deux moyens qui sont ceux habituels, c'est d'une part la force et d'autre part la ruse, les deux d'ailleurs pouvant être combinés. Le retour de la violence va s'exprimer en Afrique noire dans un certain nombre de pays pour réguler le pouvoir politique, donc sous la forme de coups d'État et sous la forme de répression face à la presse, face aux opposants politiques. Ça, c'est le premier moyen, c'est donc la violence. Il y a un deuxième moyen du pouvoir, avant que je n'arrive à la séduction, à la ruse, comme je le disais tout à l'heure, il y a un deuxième moyen qui est celui de diviser pour régner. Ce moyen est bien connu, il suffit de relire les auteurs latins et même d'autres pour comprendre de quoi il s'agit. En Afrique, cela s'est caractérisé par l'usage du critère de l'ethnicité pour défendre certaines populations plutôt que d'autres à l'intérieur même du pays dans lequel on se trouvait, ou tout simplement pour mettre en évidence le caractère dit authentique, c'était le terme qu'utilisait Mobutu, de Senghor parlait de négritude également. C'est un discours idéologique qui veut marquer la différence des Africains ou des habitants d'un pays. Je pense ici à ce Mobutu appelait, ce qu'on appelle la zaïrianisation, c'est difficile à prononcer, je ne trouve plus le mot précis, excusez-moi, mais c'est pas facile à prononcer, effectivement. Donc, ce que Mobutu appelait l'authenticité zaïroise, puisqu'il avait débaptisé le pays, débaptisé le fleuve et débaptisé toute une série d'autres choses. D'ailleurs, les ex-congolais, donc les zaïrois, ont changé le nom, c'est-à-dire ils ont pris des noms africains, marquant ainsi leur différence, leur retour aux sources par rapport aux prénoms et aux noms, surtout les prénoms qui leur avaient été donnés lors de leur baptême par des prêtres catholiques. Ainsi Mobutu, qui s'appelait Joseph Mobutu, est devenu Sese Seko, et puis alors un nom très long finissant par Mobutu, donc pour bien marquer que l'on était passé dans une autre ère, celui du retour aux sources. Évidemment, cela s'inscrivait dans une idéologie destinée à
tromper l'opinion, puisque en fait les rapports de classe restent là, à la limite même ils s'intensifient, et vous savez que le nationalisme est une manière justement d'occulter les vrais conflits potentiels ou réels, les vraies tensions à l'intérieur d'une nation. Et alors, troisième moyen, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, le moyen de la ruse, le moyen de la séduction, autrement dit l'opportunisme. Beaucoup de leaders de l'opposition démocratique, des leaders de gauche, ont effectivement utilisé un vocabulaire, comment dirais-je, qui visait à manipuler l'opinion à des fins personnelles. Donc il y a eu instrumentalisation de l'opinion publique, et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont mené des politiques de droite. Alors, peut-on parler de réalisme parce que la pression internationale est très forte, ou tout simplement, comment dirais-je, expression d'une conscience de classe qui se modifie à partir du moment où vous devenez vous-même un possédant et que, inévitablement, vous vous trouvez du côté de ceux qui possèdent, qui sont les propriétaires des moyens de production. Il y a des clans qui se forment et les clans politiques sont très proches du pouvoir économique. Je ne révèle rien par mes propos. Mais ceci a eu quand même un effet positif, c'est qu'il y a eu un développement de l'esprit critique de plus en plus important dans la population. Ça s'est fait lentement, mais en tout cas dans certaines couches de la population, développement d'un esprit critique, puisque la population, à la suite de ces 2 générations depuis l'indépendance, a pris conscience que effectivement les oppresseurs ne sont pas obligatoirement des étrangers et que les oppresseurs peuvent être tout simplement les dirigeants qui se trouvent à la tête du pays. Et quand je parle de dirigeants, je ne parle pas seulement de dirigeants politiques, je parle bien sûr également de la bourgeoisie qui impose ses vues, comment dirais-je, aux politiques. Il y a eu dès lors une conscience des transformations politiques, des possibilités en tout cas de transformation politique qui étaient envisageables, mais par la lutte. Alors j'en arrive à l'épilogue. Quand je dis l'épilogue, entendons-nous bien, c'est parce que je ne voudrais pas trop développer la période la plus récente, non pas que je sois frileux. L'historien a l'habitude, peut-être à l'inverse de politologues, de journalistes, de sociologues qui travaillent sur un temps plus court, d'être assez prudent par rapport à l'avenir. Mais ça ne m'empêchera pas de donner mes opinions, mon ressenti, pour utiliser un mot très à la mode. Donc cette période, c'est celle qui suit 2010 jusqu'à aujourd'hui. Le contexte économique et social tout d'abord. Sur le plan démographique, la population croît de manière exponentielle et l'urbanisation devient un phénomène tout à fait remarquable. Il y a des villes qui deviennent, j'allais dire, dont le nombre d'habitants dépasse très largement le nombre d'habitants du pays dans lequel je vis, puisqu'en Belgique il y a 11 millions d'habitants. Si vous pensez à la ville de Lagos par exemple, eh bien, je ne dirais pas que c'est 2 fois la population de la Belgique, mais on s'en rapproche à une vitesse grand V. La population donc croît, urbanisation de plus importante, sauf que tous ceux qui arrivent dans les villes, ils viennent en grande partie des campagnes complètement tout à fait déshéritées. Donc on arrive dans les villes en espérant trouver un emploi qu'on ne trouve pas. Par conséquent, on fait appel à un cousin qui, lui, a
réussi un petit peu ou mieux que cela, et par conséquent, vous avez comme ça, dans le cadre d'une solidarité familiale, des véritables clans, des véritables familles où les gens ne vivent que de petits boulots, parce qu'ils n'ont pas de fixe, si je puis dire, de revenus qui leur permettraient de vivre de manière suffisante s'il n'y avait pas la création au fond de ces clientèles. On est un petit peu, même si ces clientèles n'ont pas tout à fait la même forme que dans la Rome antique, on est bien d'accord, mais où il y a quand même le chef du clan, c'est-à-dire celui qui dispose des moyens qui peuvent être distribués, mais parfois, vu le nombre de bénéficiaires dans certaines de ces familles élargies bien entendu, ben on voit qu'il y a une véritable augmentation de la pauvreté. C'est vrai que de nouvelles catégories sociales, et je l'ai dit tout à l'heure, sont apparues. Je vous ai dit que les nouvelles politiques d'octroi de financement budgétaire globaux ont été détournés par les bourgeoisies locales, que ceci a pu, non pas dans le cadre de la théorie du ruissellement cher à la bourgeoisie, mais qu'un certain nombre, une minorité petite bourgeoise a pu se développer. Elle est plus nombreuse, effectivement, qu'il y a 20 et 30 ans, certainement, incontestablement. Les classes moyennes sont plus étoffées qu'avant, mais il y a ce problème de la jeunesse urbaine dont on montre souvent à la télévision, dans le cadre de reportages, sa capacité à créer des start-up. Oui, sauf qu'on ne suit pas cela de très près, et que d'autre part, beaucoup d'entre elles échouent rapidement, et que d'autre part, ça ne concerne finalement qu'une petite partie de la population des villes. C'est ainsi que, depuis une dizaine d'années, mais déjà depuis 2008, 2009, 2010, il y a eu de nombreuses manifestations, des révoltes urbaines, qui ont d'abord pour cause la hausse des prix, un petit peu comme ce qui se passe pour les gilets jaunes en France aujourd'hui, hausse des prix, des carburants, des aliments, des produits qui sont importés, donc qui viennent donc de l'étranger, et ceci est tout à fait essentiel, bien sûr, mais à côté de ça, et il ne faudrait pas l'oublier parce que c'est peut-être plus important encore, il y a des revendications dans ces révoltes et dans ces manifestations pour une nouvelle gouvernance. Et ça nous renvoie un petit peu aussi à la France de ce premier trimestre 2019. Donc ces mouvements citoyens se sont développés et continuent à se développer, mais en conclusion, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un paramètre, et c'est plus qu'un paramètre essentiel, cette réalité essentielle de l'Afrique subsaharienne aujourd'hui, c'est quand même la pauvreté. Ça reste quand même un sous-développement. Ce sont certaines catégories de la population qui ont participé, si je puis dire, des bienfaits, entre guillemets, de la mondialisation, mais il y a des régions entières où la pauvreté est très importante, non seulement dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Il suffit de voir les bidonvilles de certaines grandes métropoles africaines, et même pas seulement des grandes métropoles d'ailleurs. Je ne vous en donnerai qu'un seul exemple. Si vous prenez le cas du Sénégal, si vous prenez le produit intérieur brut, le PIB du Sénégal, depuis une cinquantaine d'années, en fait, vous voyez, en tenant compte évidemment d'un certain nombre de paramètres qui effectivement ne sont plus les mêmes. Il faut pouvoir être capable, bien sûr, comment dirais-je,
de voir ce que la monnaie de maintenant vaut par rapport à la monnaie d'il y a 50 ans, mais en fait, quand on voit le PIB, la pauvreté d'aujourd'hui est aussi importante qu'il y a 50 ans. C'est quand même un véritable drame, tout cela pour l'Afrique. Ici, je parle du Sénégal en particulier, mais bon, il faut absolument que nous changions pas seulement le regard, mais de politique vis-à-vis de l'Afrique, car il est clair qu'un jour tout cela va nous retomber dessus. Il y a plusieurs milliers de migrants qui décèdent en Méditerranée en essayant donc de quitter les rives d'Afrique du Nord pour arriver donc sur le continent européen via l'Italie, la France, l'Espagne, puisque pour le Proche-Orient, là, c'est évidemment la voie de la Turquie, de la Grèce, et puis des Balkans c'est cette voie-là qui est suivie, mais en tout cas, les raisons, qu'on le veuille ou non, sont liées à des raisons économiques, des raisons militaires, bien entendu, mais les causes militaires sont évidemment liées elles-mêmes à des causes économiques au Proche-Orient ou en Afrique. Et donc, c'est évidemment très difficile de demander à une classe sociale internationale, la bourgeoisie, de réfléchir à très long terme. C'est le gain immédiat qui compte, le profit à tout prix. On prend, ou plus exactement, on exploite et on oppresse. Mais c'est un mauvais calcul à long terme. Donc il est clair que les quelques milliers, et c'est déjà beaucoup trop, et c'est déjà énorme, de migrants qui essayent de passer chaque année ce mur, non pas de l'Atlantique, mais ce mur de la Méditerranée, ne sont rien par rapport à ce qui nous attend, nous, Européens, dans les années, dans les décennies qui viennent. C'est inévitable. J'ai dit. Il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages qui permettront, le cas échéant, comme d'habitude, d'approfondir mon propos. Alors, sous la direction de Jean-Loup Ancel et Elikia Mbokolo, au cœur de l'ethnie, ethnie, tribalisme et État en Afrique. Donc, c'est dans la découverte. Alors, de Saïd Bouamama, figure de la révolution africaine, de Kenyatta à Sankara. Donc, c'est aux éditions Zone. De Joseph Zerbo à quand l'Afrique, entretien avec René Hollenstein, publié à l'Aube, en poche essai. Joseph Zerbo est donc un historien qui a publié entre autres une histoire de l'Afrique noire chez Hatier. d'Aminata Traoré Leto, L'Afrique dans un monde sans frontières, publié dans la collection Babel chez Actes Sud. Cette femme, bien connue, est une ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali. De Stephen Smith, Nécrologie, Pourquoi l'Afrique meurt, collection plurielle chez Hachette Littérature. De Justine Mpoyo Kasavubu, c'est donc la fille du premier président de la République
démocratique du Congo, donc ex-colonie belge, chez Labor. Voilà, ça c'est pour la problématique générale. Alors maintenant, pour l'histoire, je vous renvoie à Highleaf, Les Africains, Histoire d'un continent, Champ Flammarion, donc ce sont des ouvrages très généraux, de Catherine Cockry-Widrovich, Petite Histoire de l'Afrique, L'Afrique du Sud, du Sahara, de la préhistoire à nos jours, la découverte. Du même auteur et d'Henri Monniot, L'Afrique noire de 1800 à nos jours, Presse universitaire de France, collection Nouvelle Clio. Alors plus ancien, Histoire de l'Afrique contemporaine de Cornevin, de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours, c'est-à-dire, c'est pas très récent, hein, donc ça a été publié en 1978. Petite bibliothèque Payot. L'Afrique de la colonisation à l'indépendance de Anne Stam, aux Presses universitaires de France, que sais-je. Alors, d'Hélène d'Almeida Topor, L'Afrique au XXe siècle, chez Armand Collin. Et alors, sur le Congo, je connais un petit peu mieux l'histoire parce que voilà, je suis belge et par conséquent, on est plus sensibilisé à l'histoire de ce pays qu'à d'autres. De Isidore Ndewel et Nziem, Nouvelle histoire du Congo, des origines à la République démocratique, préfacé par Elikia Mbokolo, dont je vous ai parlé tout à l'heure, publié aux éditions Le Cri, beaucoup. C'est un ouvrage qui fait 730 pages. De David Van Reybrouck, Congo, une histoire, dans la collection Babel, chez Babel, c'est Actes Sud. C'est un gros ouvrage, hein, qui fait 850 pages. Et enfin, de Guy Van Thems, professeur à l'université flamande de Bruxelles, La Belgique et le Congo, Nouvelle histoire de Belgique, volume 4, aux éditions Complexes. Or là, on voit sur la couverture une peinture volontairement naïve où apparaissent côte à côte Patrice Lumumba, ce Premier ministre martyrisé et tué au début de 1961, et à côté de lui, le roi des Belges, Baudouin. Donc c'est le jour de l'indépendance, mais ça ne s'est pas vraiment bien passé ce jour-là. Cette fois-ci, j'ai dit définitivement.